Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais vous parler d'une médecine qui m'a beaucoup apporté pendant plusieurs années, qui fait partie d'ailleurs de moi, qui représente un aspect de moi et, euh, et à laquelle je tiens beaucoup, justement par rapport à son unicité dont je vais vous parler. Il s'agit de la médecine du serpent. Alors, je peux imaginer, et c'est aussi pour ça que dans le titre, je parle de feu de la vie, euh, de comme faire émerger ou de révéler ce feu de la vie, parce qu'on n'imagine pas forcément très bien, on associe en tout cas pas forcément directement le feu de la vie qu'on peut avoir en soi et la médecine, c'est-à-dire la leçon de vie que peut nous apprendre le serpent. Surtout que, à travers le monde, et dans toutes les mythologies, et depuis il y a aussi longtemps que remonte, on va dire, l'histoire de l'homme, le serpent a fait partie de ses légendes et de ses mythes, et a eu, au cours des millénaires, dans de nombreuses cultures, des aspects à la fois bienveillants et à la fois malveillants, c'est-à-dire négatifs. Tantôt associés à une divinité du ciel qui apporte dire, héros bienfaiteur de la civilisation, par exemple chez les Aztèques, en tant que serpent à plumes, Quetzalcoatl, ou vu comme le tentateur, le diable, sous sa forme animalière, dans, par exemple, le christianisme. Et moi, j'arrive là en me disant, eh bien, peu importe les référents culturels que nous avons tous, et même parfois aussi que les cultures audiovisuelles peuvent propager, le serpent, dans la philosophie amérindienne, a dans sa manière d'être et de faire, comme il n'y a pas si longtemps je parlais des rongeurs et de leurs particularités, eh bien quelque chose dont nous avons à tirer, disons, quelque chose que nous avons à apprendre, qui peut nous aider à nous enrichir, et c'est pour ça que je parle bien sûr de médecine. Alors, les reptiles, grosso modo, d'après moi, mon analyse qui vaut ce qu'elle vaut, pseudo-scientifique, vis-à-vis des reptiles, je trouve en fait que il y a vraiment deux choses très particulières autour des reptiles que j'aime beaucoup, que j'ai pu voir en voyant un peu le comportement à la fois des tortues, des lézards, des crocodiles, ou même enfin caméléons, ou même des serpents, c'est qu'ils oscillent, qu'ils se situent entre, d'un point de vue symbolique, le côté empathique, le fait de capter, d'être sensible à l'extérieur, mais surtout aux émotions venant de l'extérieur. D'ailleurs, ce qui est propre pour moi aux animaux à son froid, donc les reptiles, de symboliquement avoir une médecine qui tourne toujours autour de le fait de prendre ce qui est à l'extérieur, de recevoir ce qui est à l'extérieur. Et ensuite, de se poser la question de ce que ces animaux en font, en fait, de ces énergies venant de l'extérieur qu'ils captent d'une certaine manière et dont ils ont parfois aussi besoin pour avancer. Et donc, il y a cet aspect aussi de transformation. Transformation de ces énergies, de ces, j'aurais dire presque de cet environnement auquel ils sont soumis et qui leur projette, qui leur renvoie des choses, on peut dire qu'ils peuvent subir, et à l'inverse, de devoir en faire quelque chose, devoir le transformer. Et ça, on peut le comprendre, à mon sens, vis-à-vis du serpent, par le fait que le serpent, symboliquement, est une créature qui rampe, elle doit se soumettre à disons, au contact perpétuel avec la terre, parfois rugueuse, parfois sèche, dans des conditions parfois extrêmes, toujours être soumis finalement à des expériences qu'on dirait, ou un environnement qui peut être un peu, euh, oui, au-delà d'extrême, ni même terrible, on va dire, un peu dangereux,
parfois invivable, parfois dur. Et c'est cette dureté qui est, à un moment donné, accumulée, toujours d'un point de vue symbolique, accumulée, pour faire émerger un nouveau soi, faire émerger quelque chose de nouveau. Et là apparaît la mue, cette nouvelle peau. Bon, là je suis déjà en train de spoiler l'aspect médecine du serpent, mais vous comprenez le lien que cette connexion qu'a le serpent avec la terre, avec ce côté très terre à terre, tellement proche de la terre finalement que dans beaucoup de traditions, on le voit même lié à l'aspect, disons, chthonien. Euh, et l'aspect chthonien, en fait, signifie lié aux entrailles de la terre, lié à la profondeur de la terre. Profondeur qui peuvent renvoyer aux enfers, par exemple, à ce côté un peu infernal. Et les enfers ont cet aspect feu, ce côté feu qui est là, le feu de la terre, le magma de la terre, le volcan, quelque chose qui bouillonne et qui a envie à un moment donné de s'exprimer, de sortir. Ben, ce serpent, là, justement, en étant en contact perpétuel avec la terre, quelque chose de très matériel et qui est dans quelque chose de dur, une certaine dureté, va, à un moment donné, pouvoir presque se renaître, revivre en muant, vraiment en revenant à quelque chose de pur, de jeune, de revigorant et de ressourcé euh, en ayant une nouvelle peau. Et pour l'aspect en plus médecine, grosso modo, qu'est-ce que peut vous apprendre vraiment la médecine du serpent, le serpent dans la philosophie amérindienne? C'est que, eh bien, dans tout ça, vous l'avez compris, finalement, la vraie médecine du serpent, c'est la médecine de la transmutation. Grosso modo, on est dans le fait de prendre une matière, de transformer une substance matérielle en quelque chose de plus subtil, mais en quelque chose d'essentiel, en quelque chose qui permet, quelque chose de pur aussi, mais qui permet, euh, disons, de se rapprocher de soi, de se rapprocher de quelque chose de plus disons, magique, de plus essentiel, de plus subtil, de plus spirituel. Au-delà de ça, c'est l'idée, grosso modo, parce qu'on est vraiment dans ce que ça peut vous apporter, de comprendre que les expériences douloureuses de notre vie sont vraiment le terreau, le lieu, le jardin presque, d'où peut émerger la meilleure version de nous-mêmes. L'idée finalement c'est ça à travers la transmutation du serpent. C'est de comprendre que parce qu'il vit des situations difficiles, parce qu'il est confronté à la dureté, à la violence, au choc et au traumatisme de la vie, il est capable à un moment donné de pouvoir faire en sorte que ces expériences, de ces situations dures, puissent comme servir de comburant, de combustible au feu intérieur, à un désir de changement, à un désir de mieux-être, et qui va à un moment donné faire émerger une nouvelle peau. Mais il faut à un moment donné vivre presque certaines situations à la limite du supportable pour vraiment sentir en fait que ce feu à l'intérieur de soi, le feu de la vie, ne demande qu'à s'embraser, ne demande qu'à s'exprimer. Et cette expression-là passe par le fait de transformer, de comme brûler, de comme euh, réduire vraiment en cendres en fait des parties de soi pour faire émerger une nouvelle. C'est un peu comme, euh, pour moi, la définition un peu de la transmutation, même de la renaissance, c'est renaître des cendres d'un soi. Un soi qui a été et qui n'est plus, mais qui permet l'émergence d'un soi, d'une identité nouvelle, euh, plus juste aussi, et qui est plus à même de profiter et de tendre vers l'avenir, mais tout en étant dans un instant présent, tout en profitant de l'instant présent. Et cette nécessité-là de transmuter ces expériences, de les transformer en quelque chose, c'est-à-dire, parce que dans la transmutation, il y a cette idée de changement d'un état à un autre, changement d'une nature à une autre. Et donc, il y a forcément des différences entre
le soi à l'intérieur de soi qui correspond à un aspect de soi qui disparaît, ou qui est transformé en un autre aspect de soi. Mais quelque chose de totalement différent finalement. Quelque chose qui émerge. De quelque chose de grossier, on le transforme en quelque chose de plus raffiné. D'où la vision de peaufiner, peaufiner, de peaufiner la meilleure version de soi. Et donc peaufiner cette meilleure version de soi au fur et à mesure signifie avoir besoin d'avoir justement ce combustible des aspects de soi de l'ancien qu'on doit lâcher, qu'on doit abandonner, qu'on doit laisser partir, qu'on doit laisser mourir pour mieux renaître, pour mieux faire émerger, pour mieux faire rayonner des parties de soi qui représentent une meilleure version de soi-même. Donc dans cette vision-là, la médecine du serpent, en fait, c'est la médecine de la transformation de soi, transformation interne, qui, dans certaines traditions, peut être appelée de l'alchimie intérieure. C'est l'idée de cultiver finalement tout ce qu'il y a de transcender ce qu'il y a de grossier à l'intérieur de soi, ce qu'il y a de trop matériel, de trop basique, en quelque chose de plus raffiné, de plus détaillé, de plus transformé, de plus transcendé. C'est cette idée de faire presque bouillir, un peu comme à l'image d'un chaudron, où on met des ingrédients, plein d'ingrédients différents, et d'avoir cette tambouille-là qui est pleine et riche de nutriments pour faire grandir de l'état d'un enfant à un adulte, s'enrichir finalement de cette matière dont l'essence nous amène à tendre vers une meilleure version de soi. Et cela peut aller à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut toujours tendre vers une meilleure version de soi, et chaque jour est un jour nouveau, donc chaque jour peut voir apparaître une autre version de soi qui est plus améliorée, optimisée, mais toujours dans un alignement entre ce qui est juste pour soi et ce qui est juste pour le monde, toujours en partant de ses propres ressources, et en tendant vers ses aspirations profondes. Et à mon sens, travailler sur soi et tendre vers cette transformation de soi. La guérison est pour moi un processus personnel, purement individuel, qui passe par la préparation, donc la médecine du lézard, de préparer le terrain, préparer cette nouvelle version de soi, mais ça passe par la préparation, passe par vivre des expériences. Donc, pour vivre ces expériences, vivre l'expérience de la vie, on dit dans cette tradition que nous sommes incarnés ici sur Terre pour faire l'expérience de la vie, pour que cette expérience de la vie puisse nous enrichir et enrichir, nourrir notre âme. Et dans cette vision, toute expérience est bonne à prendre, mais finalement, les expériences les plus difficiles à vivre, si on les vit, sont celles qui peuvent nous aider le mieux à enclencher la transformation la plus spectaculaire, la plus merveilleuse qui soit à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, ce sont ces expériences, ces personnes qui ont vécu des expériences très très difficiles et très douloureuses, en ayant trouvé un levier pour les transformer en source de transformation et de guérison, sont souvent des personnes dont les expériences impactent le plus. C'est-à-dire que en écoutant ces personnes-là, on est encore plus inspiré parce que on se rend compte que si ces personnes-là ayant vécu l'expérience, on dirait plus traumatisante, plus douloureuse que nous, ont pu réussir à se guérir et à penser leurs blessures, alors nous pouvons le faire aussi. Mais sachant que chacun a son propre vécu et chacun a vécu son expérience à sa propre manière, nous avons tous en nous les prémices, les outils, la matière à faire brûler, à transformer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ça passe également par le fait d'apprendre à lâcher prise pour faire peau neuve. Et lâcher prise pour faire peau neuve, c'est être prêt à
à mettre de côté, ou plutôt à transformer un aspect de soi qui n'est plus aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, renaître des cendres d'un soi signifie qu'il y a un soi qui est à brûler, finalement. Mais c'est accepter comme un acte de foi que, en brûlant cet aspect de soi qui n'est plus, en laissant une partie de une identité à laquelle nous sommes accrochés s'en aller, c'est permettre à une autre d'émerger. Mais la nouvelle identité qui émerge est déjà là, en fait. Elle est déjà présente. C'est juste accepter de la laisser se révéler. Est-il temps pour vous de faire peau neuve? Est-ce que vous sentez qu'il est vraiment temps pour vous, justement, de passer à une autre étape dans votre vie? Est-ce que vous sentez qu'il est temps pour vous de laisser partir le passé, de pardonner finalement le passé, d'accepter cet amour que vous portez à vous-même, que vous portez au monde, que vous portez à la vie, et de faire que cet amour-là puisse justement nourrir ce feu que vous avez en vous, le feu du changement, l'envie de passer à autre chose. Est-ce que vous sentez justement qu'il est temps pour vous d'accepter le passé, pas de l'oublier, mais vraiment de l'accepter pleinement pour mieux vivre l'instant présent et mieux tendre aussi vers vos propres aspirations? Est-ce que vous êtes prêt à laisser justement votre ancienne identité être consumée par votre désir du changement, votre désir d'un mieux-être, votre désir de vous sentir mieux avec vous-même et de vous aimer encore plus, de vous sentir encore plus en confiance, de vous sentir encore plus aimé, de vous sentir encore plus nourri, de vous sentir encore plus enrichi et vous sentir encore plus affirmé. Est-ce que vous sentez justement qu'il est temps de faire renaître, pour le coup, cette nouvelle version de vous-même, petit à petit, en votre temps et à votre rythme? Mais finalement, cette version qui est là, dont les prémices sont là, pour la laisser vivre, la laisser s'exprimer. Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser emporter par ce feu de la vie en vous, qui ne demande qu'à sortir et à embraser le ciel? C'est tout pour aujourd'hui. Pour une fois, j'arrive à faire court. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis sur cet épisode sur YouTube ou bien les autres plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast, ou bien m'envoyer un commentaire par mail à l'adresse podcast.ndnu@gmail.com et je me ferai une joie de vous répondre. En tout cas, merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode d'NDNU.